Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver par ici sur l'ORTB avec le rendez-vous de midi. Au menu du jour, nous parlons entrepreneuriat, économie, puis à déco. Nous recevons également pour vous la talentueuse Jeanne Messi Fouda, une styliste française d'origine camerounaise de passage au Bénin. Merci de vous installer confortablement avec ceci. Che fotoni dote numi bedito de mi bello adia che fotoni dote masse mi be che fotoni dote numi bedito de mi bello che fotoni dote Massi ouais mais les coins touchés. Mais ils ne pourront jamais me toucher. Mais dans la déma va vous toucher. Et de l'étonner on touche. Ya mala ya ouais no be. Nous devons nous dire ouais nous va pouvoir de nous no va do ouais nous temps. Les gars de mi jokodo. Mi jiri va confier na photo. Non pas que mon jamais deji. Nous dans la ouais ça va pour les deux chile non bolo me chame. Non que mon jamais deji. Nous dans la ouais ça va pour les deux chile non bolo me chame. Soli jami abori jami kingo ikono yoko. Nous dans la bubi ouais no ven. Soli jami abori jami kingo ikono yoko. Nous dans la bubi ouais no ven. Rodrigue, Goya Paris. Kwame Salou. Richard Otirato. Beaucoup de romains nous touchent. Je vois dans nous on bat à Wanozi. Kengan de Bochi oui. Nous est pas mis dehors, mais n'a mon dit. À quoi est roi ou en mian. Je vois non y'a voko. Lega de nous n'a pas beau donc comme il y a lié de mamboka. Mandota fi yeah. Agbani do koji. Mano se vivi yeah. Kalangolon, kakangolon. Akumbelele, kalangolon, kalangolon. Akumbelele. Mono jeme deji. Benela wezo wabula dojre nombolo me jome. Mono jeme deji. Benela wezo wabula dojre nombolo me jome. Soli cheri jami kingo avori jami kingo ikono yoko. Benela bubi weno ben. Credo en featuring avec T-Gang dans le titre Kingo. Merci à vous pour la bonne écoute. On installe à présent ma première rubrique, référence. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour, mais tu m'as pas demandé mon avis sur la chanson qui a passé. Non, mais j'allais te poser la question. On dirait que tu as lu dans mes pensées parce que ce matin, c'est la chanson que j'ai écoutée. Bon? J'ai pas compris. Je l'ai écoutée plusieurs fois en voiture. Pour le plaisir de Ariane Da Silva, s'il vous plaît, Monsieur Janvier. Non, tu vas pas faire ça. Veuillez renvoyer un court extrait de Kingo. Rodrigue, Goya Paris. Kwame Salou. Richard Otirato. Beaucoup de romains nous touchent. Je vois dans nous on bat à Wanozi. Kengan de Bochi oui. Nous est pas mis dehors, mais n'a mon dit. À quoi est roi ou en mian. Je vois non y'a voko. Lega de nous n'a pas beau donc comme il y a lié de mamboka. Mandota fi yeah. Agbani do koji. Mano se vivi yeah. Kalangolon, kakangolon. Akumbelele, kalangolon, kalangolon.
Vous êtes servi, merci Janvier. Vous êtes servi, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, ça me met dans le bain. Justement, cette chanson, ça vous dit quoi? C'est vrai que c'est en fond. Pour vous, ça signifie quoi? Je trouve que c'est une chanson qui inspire. Parfois, quand on se retrouve dans certaines situations, vous savez, parfois, on se retrouve dans une situation qu'on ne peut pas expliquer aux autres, ce qui fait qu'on se retire, qu'on est dans son coin, mais les autres ont l'impression, en fait, que là, on est en train de se la jouer, qu'on est en train de... Non, c'est pas ça, c'est justement parce qu'il s'est passé quelque chose. On ne peut pas non plus tout maîtriser de la vie des autres. Voilà. Donc, parfois aussi, bon, quand on se retire, il faut comprendre, mais quand ça dure trop aussi, c'est pas bien. Voilà. La partie que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup, c'est ce refrain-là où il dit, c'est en fond, hein, donc je vais traduire littéralement, il dit, le pistolet peut tuer. Oui, mais il faut que mais il faut forcément l'appui de quelqu'un avant que ça ne tue. Forcément. Donc rien n'arrive au hasard. Voilà, rien, absolument rien n'arrive au hasard. En tout cas, dans référence, ce midi, nous recevons Waliou Akwegbanou. Nous parlons de ce secteur florissant, l'entrepreneuriat. Ah oui, c'est un secteur florissant. Et bizarrement, vous allez laisser le métier pour y aller? Non, c'est pas encore arrivé là-bas. D'accord. Mais bizarrement, quand j'ai rencontré M. Aïna, j'ai compris en fait qu'il y a des gens qui émergent en fait dans ce secteur, et je pense que si beaucoup de jeunes béninois font comme lui, ils iront loin. Alors Monsieur Aïna, c'est un homme qui a un bac B, qui a une licence en sciences de gestion, une maîtrise en sciences économiques, un MBA en administration générale, un master en administration des entreprises, 10 ans d'expérience en entreprise publique, privée et même à l'international. Et aujourd'hui, il gère son entreprise qui est un groupe qui a 5 filiales ici au Bénin. Bonjour, ça a dû prendre beaucoup de temps. Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? Alors moi, je suis venu à l'entrepreneuriat pour 3 raisons. La première, c'est comment je suis né. En fait, je suis né d'une mère commerçante. Donc très tôt, quand je dis commerçante, c'est une toute petite commerçante qui vend au bord de la rue. Donc très tôt, j'ai appris à sortir de la maison, à partir avec ma mère pour aller rencontrer des personnes que je ne connaissais pas forcément auparavant. C'est formateur. La deuxième raison, c'est ma vie, en fait. Ma vie a été tout le temps des challenges. Donc, j'ai appris à être résilient. J'ai appris à me relever à chaque fois que je tombe. Et en dernière position, je pense que c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. La main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et je pense que la résilience, c'est un point très important quand on veut entreprendre. Au final, en fait, la première qualité dont on aura besoin pour entreprendre, ça s'appelle la résilience. Il n'y a pas une école de résilience. La résilience va se forger de par votre vécu, de comment vous avez vécu, des choses que vous avez rencontrées, et par la suite des challenges auxquels vous allez faire face. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas facile de fabriquer un entrepreneur dans une salle de classe. Parce qu'on n'enseigne pas, on ne dit pas à quelqu'un il faut être résilient et qu'il sorte, qu'il devienne résilient. Par contre, on peut apprendre à quelqu'un comment débiter un compte avec un numéro de compte en comptabilité, il va le garder dans la tête. Donc, c'est très difficile de fabriquer un entrepreneur dans une salle de classe. C'est le terrain qui commande. Absolument. Il y a un ensemble de choses, en fait, il y a un ensemble de qualités intrinsèques, en fait, qui prédisposent une personne à l'entrepreneuriat. Après, le reste, ça va se forger avec des formations, avec le vécu et avec le temps. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Tout à l'heure, quand je vous présentais, Rebecca, tu as dû le constater, c'est beaucoup de diplômes, des années d'expérience. J'imagine que ça n'a pas été facile. Tout à fait. Alors, moi, j'avais compris très tôt, si vous voulez, que ça ne va pas se jouer dans les salles de classe. Que mon avenir, en fait, n'allait pas se jouer dans les diplômes. Mais après, un point important que je voudrais souligner, c'est que nous sommes dans une société où, jusqu'à aujourd'hui, les diplômes continuent pas à compter. Et je viens en fait quelque part où tout le monde va à l'école. Donc j'étais obligé d'aller à l'école comme tout le monde pour avoir les diplômes. Maintenant, j'ai eu l'opportunité de faire les études en management, en gestion. Et cette vie, en fait, formation universitaire m'a familiarisé à la notion d'entreprise dans le réel. Et je pouvais bien être un entrepreneur si je n'étais pas allé à l'école jusqu'à ce niveau, mais pas un entrepreneur comme celui que je suis aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. J'avais les études normalement, comme j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, à mes enfants, je suis bien indiqué pour avoir un bon emploi, en fait. Mais après, je me sens bien parce que je suis entrepreneur, je me sens heureux. Mais vous avez d'abord travaillé pour des entreprises avant de vous mettre à Oui, votre compte, alors
comme j'avais commencé par vous le dire, déjà quand j'étais à l'université, dans ma tête, c'était clair que les diplômes n'étaient pas en fait mon chemin qui allait me permettre de m'en sortir. Après, j'ai fait les études. Quand j'ai fini de faire les études, j'ai eu des opportunités de travail en passant par des institutions internationales. J'ai fait même un court séjour au ministère de l'économie et des finances de notre pays. Après, je ne me sentais pas bien, si vous voulez. Je pense que j'avais quelque chose que je peux faire de mieux que de rester bloqué en fait, dans un bureau. Je n'ai jamais dit, en fait, et il ne faut jamais dire que c'est mauvais de rester dans un bureau. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est très important. Moi, je refuse, en fait, dans mes communications, de faire la promotion de l'entrepreneuriat parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et tout le monde ne peut pas, tout le monde ne doit pas entreprendre. On n'a pas besoin le discours qui dit « allez entreprendre parce que vous n'avez pas trouvé du travail » ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. On a chanté ça pendant les 20 dernières années dans les pays africains, beaucoup de milliards injectés sans résultat. Donc en gros, l'entrepreneuriat, c'est pas une solution au chômage. L'entrepreneuriat va devenir une solution au chômage si on change de stratégie en identifiant très tôt des personnes qui ont des qualités pour entreprendre. On identifie en fait des personnes qui ont des qualités pour entreprendre, on les construit, eux, ils s'installent, ils font des entreprises qui emploient les personnes qui n'ont pas les aptitudes pour entreprendre et qui n'ont pas besoin aussi d'entreprendre pour être heureux. Parce qu'au final, c'est d'être heureux dans la vie. Ce voyage que nous faisons, c'est d'avoir des personnes heureuses. Donc, c'est le discours qui dit à tout le monde d'aller entreprendre n'a pas marché. Donc, faire des champions, si nous voulons réellement en fait que l'entrepreneuriat soit une solution au chômage, on peut déployer. Aujourd'hui, nous avons de la technologie, un dispositif pour identifier très tôt en fait les personnes qui ont des qualités pour entreprendre. Après ça, on fait de ceux-là en fait des personnes à succès. Et vous savez, nous, dans notre entreprise, on emploie 500 personnes. Donc, si vous avez 1000 personnes qui emploient 500 personnes, le problème est résolu. Mais on n'a pas besoin de dire à tout le monde d'aller entreprendre. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Comment c'est de cette manière que l'entrepreneuriat va devenir en fait une solution réelle en fait pour le chômage. En fait, en résumé, c'est qu'on ne va pas à l'entrepreneuriat parce qu'on a échoué partout, parce qu'on est au chômage. À chaque fois, il y a deux raisons que si ça vous amène à l'entrepreneuriat, vous avez toutes les chances d'échouer. Deux. La première raison, vous avez finir les études et parce que vous n'avez pas pu trouver du travail, vous voulez entreprendre. Vous pourriez réussir, mais il y a de fortes chances aussi que vous puissiez échouer. Les entrepreneurs à succès ont commencé par entreprendre très tôt dans la tête quand ils étaient dans les bancs. Dans leurs gestes, dans leur comportement, l'entrepreneuriat se lisait. En fait, vous avez des personnes qui sont élèves, qui sont étudiants, qui vendaient des cahiers, ils vivent, l'entrepreneuriat, ça se vit, en fait. Donc, ces personnes, quand vous prenez les plus gros succès en entrepreneuriat, allez regarder bien leur parchemin, généralement des personnes qui n'ont pas terminé les études, comme le cas de Mark Zuckerberg, ou des personnes qui ont qui ont terminé les études, mais qui sont entrepreneurs déjà dans la tête très tôt. Donc, à chaque fois qu'on va laisser des gens finir les études, on va les regrouper dans une salle de classe, parce que le processus de formation, on a hérité du système français, il faut le dire, où on prépare des gens à aller commander du travail à la fin. C'est le système, nous tous nous l'avons fait. On n'a jamais dit que c'est un système qui est mauvais, mais ça ne nous sert plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a justement aujourd'hui l'orientation des jeunes. Absolument, ça ne nous sert plus. La capacité du marché à employer des personnes qui sortent des écoles, des universités, elle est faible. Et il faut qu'on pense autrement. Donc, notre système, vous allez à l'école, les personnes qui viennent vous enseigner sont des personnes qui vous disent il faut avoir le diplôme pour travailler. On est préparé à la fin à aller travailler. Donc, vous laissez une personne faire 13 ans, 15 ans, 20 ans d'études, où il est bloqué dans son cerveau à aller chercher du travail. Parce qu'il n'y a pas du travail, vous le regroupez à la fin et vous lui dites, vous savez quoi, il n'y a plus de travail, allez-y, entreprendre. Ça ne marchera pas. Vous, quand on vous prend aujourd'hui, par exemple, vous êtes ce qu'on peut appeler un entrepreneur multifonction, parce que vous êtes dans beaucoup de domaines à la fois, l'import-export, la restauration, le digital. Est-ce que pour un entrepreneur, est-ce que c'est pas trop parfois? Est-ce que parfois ça ne fatigue pas, qu'on n'a pas des regrets, on se dit mais je fais plusieurs choses à la fois, je suis épuisé, pourquoi je suis rentré dans cette affaire et tout? Pour moi, c'est tout un bonheur. Quand je me réveille chaque matin, quand je n'ai pas beaucoup de choses, que je ne dois pas penser à beaucoup de choses, je ne me sens pas bien. En fait, quand je n'ai pas de challenge, quand il n'y a pas de défi, c'est comme si je n'ai pas une bonne journée. Donc pour moi, je me sens bien dans mon travail. Par contre, il faut dire que le métier d'entrepreneur, c'est un métier très difficile. En fait, pas nature. Ce n'est pas parce qu'on est au Bénin ou pas nature, parce que vous faites un métier où vous êtes à la recherche de l'inconnu de manière permanente. Donc, il faut réfléchir à tout moment. Il arrive,
pour tout le monde, quel que soit votre niveau en entrepreneuriat, il arrive où on dit, pouf, qu'est-ce qui m'a amené dans ça? C'est quotidien, en fait, compte tenu des types de challenges auxquels tu dois faire face parfois. Mais on n'apprend rien en entrepreneuriat sans passer par l'échec. L'échec est formateur. Et il faut qu'on enseigne dans nos écoles de formation l'échec. Parce qu'on nous a parlé tout le temps du succès. L'échec fait partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un élément étrange. L'échec n'est pas une honte. L'échec est formateur. Il faut qu'on enseigne à nos enfants, quand on finit d'échouer, les dispositions qu'il faut prendre pour se relever. Donc, oui, il y a des jours, surtout quand on a l'âge que moi j'ai, quand on a le peu d'expérience, il y a des jours, il y a des situations où on te dit, waouh. Et qu'est-ce qui m'a amené dans ça? Mais bon, après, il faut avoir ce mental-là qui permet de se relever, parce que j'ai envie de dire aux téléspectateurs que rien n'est jamais fini dans la vie. Ce n'est jamais fini. Quand on perd un mariage, ce n'est pas fini. Quand on perd un boulot, ce n'est pas fini. Quand on va à la retraite, ce n'est pas fini. Quand on perd rien, ce n'est jamais fini. Tant que on a la santé, que la tête tourne. Et vous, ce qui marque aussi dans votre parcours, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de l'expérience dans le domaine que vous partagez avec d'autres personnes. Absolument. Vous initiez des formations, vous coachez des jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez vu en eux un potentiel qu'il faut accompagner ou... Je vais vous dire ceci. Au Bénin, les jeunes béninois, contrairement à tout ce qui se dit, il y en a qui regorgent de beaucoup de talent, de capacités, qui ont besoin qu'un cadre en fait approprié soit créé pour qu'ils puissent émerger. Donc moi j'ai vu ça parce que j'enseignais dans les écoles, dans les universités. Après, le modèle en fait de promotion de l'entrepreneuriat qui est fait, pas seulement au Bénin, en Afrique, même en Europe, un peu partout, ne me semble pas adapté pour faire de vrais entrepreneurs. Et quand on dit, quand on est sur une table, chacun apporte ce qu'il a. Et je pense que moi, ce que je peux apporter, c'est d'aller à la rencontre des jeunes, en fait discuter avec eux, détecter les talents, les accompagner en matière d'encadrement et de faire vraiment des entrepreneurs à succès, comme je l'imagine. Et pour finir très rapidement, Rebecca, si tu le permets, en 30 secondes, je vous donne l'occasion de donner des conseils à des jeunes béninois qui nous suivent, des jeunes qui envisagent de devenir un jour entrepreneurs ou qui sont déjà, voilà, qui hésitent ou qui sont déjà dans le domaine et qui ne s'en sortent peut-être pas. Oui, j'ai juste deux choses à dire. Nous avons, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Deuxième chose, il ne faut jamais abandonner tant que le cœur continue de battre. Tant qu'il bat, le miracle est possible. Tant qu'il bat quelque chose. Et il ne faut jamais croire au miracle. La vie, c'est un ensemble de processus. Et pour avoir un résultat, il faut accepter de faire toutes les étapes. Ce que nous constatons, nous nous accrochons seulement au résultat. Peu de personnes vont rechercher le processus. Parce que les vendeurs, si vous voulez, excusez-moi, ici en Afrique, ne vendent pas le processus. Ils parlent que du résultat. Et tout le monde est accroché au résultat. Alors, il n'y a pas de résultat réel, périn, vrai, sans un processus. Celui qui vous dit ça vous a menti. D'accord. Donc voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Merci Ariane Da Silva pour la conduite. Waliou, merci. J'ai envie de vous dire du courage, mais bon, j'ai l'impression que le courage est déjà là. Merci. Je vous prie donc de recevoir avec moi sur ce plateau Jeanne Merci Fouda. Elle est aussi entrepreneur. Oui, Jeanne, venez, s'il vous plaît. Merci de nous rejoindre. Elle est aussi entrepreneur, mais dans le domaine de la mode. Elle est styliste française d'origine camerounaise. On va recueillir son avis sur le parcours de Waliou, sur tout ce qui a été dit ici. Alors, Jeanne, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Kouaba au Bénin, comme on le dit chez nous. Oui. Vous êtes là depuis un moment, n'est-ce pas? Je suis arrivée mercredi dernier. D'accord. Mais c'est mon deuxième séjour au Bénin. D'accord. Et cette fois-ci, comment est-ce que vous avez été accueilli? Comment est-ce que vous avez vu la ville qui se métamorphose, n'est-ce pas? Mais oui, effectivement, je suis venue en 2021. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chantiers. D'accord. Et là, et cette fois-ci? C'est terminé. C'est terminé. Oui, tout est beau. Votre appréciation? J'adore. C'est magnifique, adorez. Vraiment. Surtout l'Amazon. D'accord. Alors, Jeanne, en tant qu'entrepreneur, que pensez-vous de tout ce qui a été dit déjà sur ce plateau? Je partage tout à fait. Je pars du principe que quand on a un projet, il faut le travailler en amont. Il ne faut pas uniquement se baser sur ce qu'on va sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant d'arriver aux réseaux sociaux, il y a déjà la méthodologie, la stratégie, et on peut réussir également sans avoir fait d'études. Ce n'est pas le diplôme qui donne le talent. Au contraire, vous avez des personnes qui ont des doctorats de la galère. Des doctorats de la galère. Tout
à fait. D'accord. Ils n'ont pas fait d'études, mais ils ont monté des grandes sociétés, notamment celui qui a fait Virgin. Il s'est arrêté en 3e et pourtant ça ne l'a pas empêché de faire des grandes études. Donc je pars du principe que pour réussir, il faut déjà avoir la niaque, il faut croire en son projet, il ne faut pas être pressé, il faut faire étape par étape, il faut prendre l'escalier, pas l'ascenseur. Et donc je partage tout à fait ce que monsieur a dit tout à l'heure. Alors comment vous avez débuté dans l'entrepreneuriat? Autodidacte. Autodidacte? Complètement, je n'ai pas fait d'études de stylisme. Il y avait un voyage en Guadeloupe et pour l'occasion, j'avais fait un kimono. Et c'est devant la réaction des gens dans l'aéroport d'Orly en Guadeloupe que je me suis lancée. Dans l'entrepreneuriat? Exactement, j'ai été déposer la marque à l'INPI, j'ai trouvé un atelier et ça a été très rapide. Mon premier shooting, je l'ai fait en octobre 2019 et dès le départ, positionnement haut de gamme luxe, donc le lieu aussi devait représenter ce que je voulais transmettre. Donc j'avais pris Palais Vivienne. Palais Vivienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Château de Versailles. Voilà, c'est doré et donc je trouvais intéressant de mélanger les motifs africains avec un endroit typiquement français. D'accord. Alors Waliou, merci pour votre présence. Bel après-midi à vous. Jeanne, vous restez encore avec moi sur ce plateau. On parlait de vous en tant qu'entrepreneur. On abordera la question de l'artiste designer que vous êtes, donc de la styliste dans Art Déco. On installe en même temps Jennifer Sativi et son invité dans Art Déco. Oui, bien sûr, vous restez sur place pour accueillir Jennifer Sativi qui s'installe à l'instant avec son invité. Jennifer, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes bien installée ou je vous laisse le temps? Ça va, vous allez bien? Ça va. Bonjour Ariane. Bonjour Jennifer. Slam Vaudon, l'art au service de la spiritualité. Absolument Rebecca, vous n'êtes pas sans savoir que les Vaudon Days, c'est pour bientôt, dans environ un mois et on a commencé à en parler justement. Vous n'avez pas présenté mon invité, je vais le faire. Non, je vous laisse avec plaisir, je vais le faire parce qu'il se réclame le slammer vaudou. C'est un peu comme un ambassadeur, un peu partout où il va, il fait l'apologie du vaudou, vend cette richesse culturelle. Les téléspectateurs l'ont certainement compris. Nous avons avec nous ce midi, Amak Beyon. Bonjour Amak Beyon. Je suis la flûte mélodieuse qui défie le temps, le gond qui ne connaît pas le bégaiement. Je suis la voix du muet, les yeux de l'aveugle, l'oreille du sourd. Je suis la verve de Ogou, la verge de l'Egba, le verbe du vaudou. Je prends la parole au nom de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. J'ai grandi un talisman à la ceinture comme tout enfant de ma communauté. Wikan, zanwi, mononkan, alors wakan, wendochewi, mononkan. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou. Je ne m'en excuse pas. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou et je vous dis bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup votre style vestimentaire là, mélangé, on va dire quoi, le style moderne à nous, notre tradition ici avec le was. Franchement, bravo. Merci. Magnifique. Véritable ambassadeur. Oui, culturel. Absolument. En tant que styliste, qu'est-ce que vous pensez de... Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Il a fait un rappel au niveau du chapeau, au niveau de la pochette. Donc c'est un style qui est vraiment travaillé. Bravo. Oui, Jennifer Sativi. Absolument. Alors, si vous le permettez, Rebecca, j'espère que j'ai assez de temps parce qu'aujourd'hui, on va comprendre à Mangbéon. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Mais j'aimerais bien, avec la complicité de la réalisation, jouer quand même un clip pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui veulent bien le découvrir. Moi, je viens de là où le Saint-Esprit est invoqué, avec de l'huile rouge, de l'eau et du sang frais d'animal immolé. Moi, je viens de là où on se désaltère à la fontaine du Zéli, du Toba et du Teke. Là où le futur s'installe dans le fauteuil du présent à travers le Yeke Yeke.
Ali no sudo no nuevo bélico. Bueno, bueno, wetiro ekedia. Dans la langue qui est censée m'aliéner, me voici en train d'entonner l'hymne de la dignité retrouvée. Vodou, je t'aime, ouais. Vodou, je t'aime, ouais. Trop grande est ta bonté, tu fais notre fierté. Vodou, je t'aime, ouais. Vodou, je t'aime, ouais. Trop grande est ta bonté, tu fais notre fierté. Amour, tolérance, patriotisme. Ces trois valeurs de la citoyenneté m'ont été enseignées au couvent Vaudou avec rigueur et responsabilité. Atita Cantano et Bertomiquement. Jennifer. Oui, Rebecca, vous l'avez vu, on était avec Amank Beignon, une chanson qui date quand même de 2016, ça fait... 2016. 2016, oui, c'est bien cela. 2016. Bientôt 8 ans. Bientôt 8 ans qu'on le découvrait et voilà, qu'on l'a adopté. Depuis, il est resté dans ce style. Amank Beignon, pourquoi parler du vaudou? Alors, le slam vaudou, c'est tout un cheminement. D'accord. À la base, je voulais juste faire des recherches sur nos traditions, mais au bout de plus de 10 ans de marche sur les routes du vaudou, s'il y a une chose que j'ai trouvée, c'est moi-même. Vous êtes un adepte? On est tous adeptes. Vous êtes pratiquant ou pas? Le vaudou ne s'enseigne pas. Ok. C'est parce que vous avez dit au bout de 10 ans... Si. Le vaudou ne s'enseigne pas. Ça s'apprend par la pratique. D'accord. Donc oui, je suis pratiquant. Okay. Et je l'assume totalement. Donc fondamentalement, pour moi, il était question de contribuer à l'effectivité du dialogue interreligieux et interculturel à travers un autre narratif autour du vaudou et vraiment très loin de l'image projetée par Hollywood, par les films de propagande à gauche, à droite. Il était de bon ton que le vaudou puisse fondamentalement prendre sa place à la table de la rencontre avec les autres cultures, avec les autres spiritualités. Et parce que déjà en 2015, la nuit du 9 au 10, il y a les pratiquants d'une certaine obédience religieuse qui, sous prétexte que le vaudou était synonyme de sorcellerie, avaient eu à semer la pagaille dans une contrée de notre pays. Et ça aurait pu fondamentalement dégénérer. Et je me suis dit, mais s'il y a eu cette attitude, cette posture-là, c'est que quelque part, il y a une malcompréhension, il y a une ignorance. Et moi, en tant qu'artiste, je me dois d'apporter ma modeste contribution. C'est ce qui a fait que j'ai... Pour établir, en quelque sorte... Oui, ça c'est le premier pan. Ensuite, il y a le volet où ma génération n'est pas du tout fière de cette culture-là, parce qu'elle ne la connaît pas. Et parce qu'on nous a tout le temps raconté, que ce soit à la télé, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, ainsi de suite, même en famille, que le vaudou est ci, le vaudou est ça. À l'école, personne ne nous a raconté la fabuleuse histoire d'Haïti et le rôle méconnu que le vaudou a joué dans l'abolition de l'esclavage. Personne ne nous a raconté le rôle méconnu que le vaudou a joué, même au Bénin, pour lutter contre l'esclavage. Ce qui fait que le clair du temps, lorsque je vais à la rencontre des afro-descendants, il y a toujours le propos qui stipule que c'est vous qui nous avez fait ça. Ignorant que sur le... En fait, j'allais apostropher Ariane, mais j'en venais. Non, c'est bon. Ignorant que sur le continent, il y a eu des poches de résistance, mais vraiment partout. Quand je prends par exemple le roi d'Osso à Gadia, en 1724, il avait déjà eu à abolir l'esclavage, ici. Mais au bout d'un certain temps, il a été obligé de collaborer. Donc il y a vraiment un flou artistique entretenu autour de cette histoire-là qui fait que nous, en tant qu'Africains, on ne connaît pas du tout l'histoire d'Haïti. On ne connaît pas du tout le rôle méconnu que le vaudou a joué dans ce système instauré par l'Église et ses partenaires. Disons les choses. Ce sont des faits. Nous ne jetons la pierre à personne. Nous n'avons pas inventé le Romanus Pontifex de 1454. Tout le monde peut consulter Nicolas V. Donc ce sont des faits, nous n'inventons rien. Donc le slam vaudou est calqué sur des recherches ethno-anthropologiques fondamentalement, parce qu'il est question d'aller maintenant chercher, aller à la racine des choses pour pouvoir combler ce vide laissé par les médias, laissé par l'école, laissé par la famille. Et justement, ce que j'apprécie quand même chez Amank Beignon, c'est qu'il ne s'érige pas, je dirais, foncièrement en donneur de leçons. Vous prenez un peu ce dialogue-là, vous prenez la tolérance. Et pourquoi
vous en êtes arrivé? Vous avez parlé de recherche pendant 10 ans. J'imagine que quelque chose a dû déclencher cette envie-là de révéler le vaudou. Est-ce que dès la base, c'était le désir? Pour moi, c'est simple. Il ne s'agit pas de prôner des valeurs. Il est surtout question de les incarner. Et sur les routes du vaudou, s'il y a une chose que j'ai eu à apprendre, c'est qu'on m'a dit, à partir du moment où tu te considères être différent de l'autre, alors tu n'as rien compris. Dans le vaudou, c'est un ensemble, c'est un tout. Et c'est pour ça que je dis le clair du temps, nous sommes très mal éduqués, ce n'est pas une injure. Être mal éduqué, c'est être éduqué dans un paradigme qui n'est pas celui de sa communauté d'appartenance et tout. Donc nous ne comprenons pas forcément la fonction de l'éducation à l'échelle traditionnelle qui est calquée sur l'appréhension de la dimension matérielle et immatérielle des choses, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons du mal à collaborer à partir de l'évocation des différents champs de foi et des différents choix de foi, j'y arrive. On a du mal à collaborer parce qu'on ne se connaît pas et parce qu'on ne sait pas qu'à la base, nous sommes tous les mêmes. Alors tout le propos aujourd'hui consiste à rappeler aux uns et aux autres l'universalité des valeurs fondamentales du vaudou qui est calquée sur la croyance en l'unicité de Dieu, la complémentarité et non l'égalité, la complémentarité entre l'homme et la femme, l'androgynie de Dieu, l'écologie sacrée, la tolérance, ainsi de suite. D'accord. Alors, on retient que Amack Beyon est allé, je dirais, vers le slam après avoir découvert ce, je dirais, secret, ce mystère autour de cette croyance. Est-ce que c'est le couvent qui vous a conduit au slam ou est-ce que c'est le slam qui vous a envoyé vers ce chemin? C'est la quête d'originalité à la base et aussi le désir d'être utile à ma communauté. Parce que j'ai commencé avec le rap, avec mon alter ego Credo et tout. Et Credo qu'on a écouté tout à l'heure? Si. Et c'est d'ailleurs lui qui travaille sur mon album. L'album qui restitue mes 10 ans de recherche sur le vaudou et sur l'histoire méconnue des résistances anti-esclavagistes et tout. Donc oui, pour moi, c'est un cheminement qui m'a conduit là et le désir d'être utile. D'accord. Vous abordez également plusieurs autres thématiques. Vous chantez la mer, vous magnifiez la mer en langue yoruba. Mais moi, j'aimerais bien... La mer? Oui, la mer. L'océan, la mer? Non, la mer, maman. Oui. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si le réalo peut nous aider. Nous avons le clip IA de Amack Beyon que j'aimerais bien qu'on écoute un tout petit peu et on revient pour conclure cet entretien. L'histoire de l'esclavage est l'histoire d'un crime contre l'humanité. Nous allons rendre grâce à celles sans qui nous ne serions pas ici en ce moment, nos mères. Parce qu'au-delà de toute chose, on a beau crier, jacasser d'une façon ou d'une autre, c'est la femme qui porte le monde. Et en ce moment précis, j'ai envie d'avoir une pensée pour vos mères, pour nos mères. Une façon de leur dire que nous nous appliquons au quotidien à nous montrer dignes de leur sacrifice. Nous nous appliquons à leur rendre l'honneur qu'elles méritent. Le prochain morceau donc s'intitule Iya, qui veut dire mère en yoruba, maman en français. Embarquons-nous pour le voyage. Mama monifere, oh, barura fumi. Yeron eron me onoche. Sete flimin se bento boak perme. Dono sise. Quand vivant, ou est mon sec boa popio. Brandok passo sunue, menjito. Aïe son moment il doto de huevo mon awede do atito quand jomé.
Wene nous wa mo nyo nous ku e no kuropo. Chobono na kweme. Ekbi owe soke na mbioea. Avina ya nuea. Kanjo chewe na konya inuea. Noche. Untu non venue hode nume. C'est une gla. Bonu pe ome onik bame. C'est une gla ma hosika wa donu edo jedome. C'est une gla ma hosika wa banu edo afotome. Untu non venue medito. Hode nume. Untu non venue maman. Hode nume. Il y a mère, maman, un test émouvant, j'ai envie de dire dans une très belle langue, une combinaison du Yoruba et du fond. C'est le Yoruba et du fond. Magnifique. Magnifique. Une hymne, je dirais, aux mamans, aux porteuses de vie. Pourquoi à Magbenyon leur rendre hommage? Pourquoi tu dis au moment alors que tu as une mère aussi? Oui, bon, bien sûr, je généralise, je parle de tout le monde, évidemment, tout le monde. Ok. Parce que dans le vaudou, la femme est sacrée, et c'est d'ailleurs pour ça que dans la culture fond, il y a un jour dédié pour la femme. Jeudi, on n'attend pas le 8 mars, donc ceux qui veulent nous faire la morale. On l'aura compris. Merci à Magbenyon Rebecca. À Magbenyon Rebecca. Non, à Magbenyon, merci. Rebecca, je suis à vous. Alors. À Magbenyon, merci beaucoup. On marque une pause et on va discuter un peu avec Jeanne. D'ailleurs, vous êtes invitée, chers amis, à participer à la discussion. Alors, Jeanne, je le disais, vous êtes styliste, spécialiste des kimonos. C'est de ça, hein, vous êtes d'ailleurs revêtue de kimono là. Exactement. Pourquoi le kimono? J'avais fait un voyage en Guadeloupe et pour l'occasion, j'avais fait un kimono. Mais c'est un vêtement que je porte depuis toujours. Et c'est vrai que je trouvais original de mélanger ces deux cultures, nipponne et africaine. Et de le rendre un peu plus accessible et portable par tout le monde. Parce que le traditionnel kimono, c'est beaucoup plus coincé. Et donc là, c'est pour ça que on peut le porter ouvert, fermé à la piscine, à la plage, en soirée, comme on veut. Ça se laisse porter. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous inspire généralement? Et j'ai envie aussi de savoir à quelle heure de la journée vous vous mettez à dessiner vos créations. Il n'y a pas d'heure. Moi, je dessine pas. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui dessine. Moi, c'est moi qui trouve l'inspiration par rapport au tissu, qui décide de comment vont être les manches, tout ça. Mais le dessin, c'est pas moi qui fais. Pas vous. Ok. Mais comment est-ce que vous êtes inspiré? Votre inspiration généralement est puisée. On vient de parler à un artiste également. Oui. Quand il crée, il n'a pas d'heure fixe. Il peut marcher dans la rue, il peut être, je sais pas moi, en train de manger à Gandier ou à Paracou et voir quelqu'un et ça lui. Donc moi c'est pareil, c'est-à-dire que l'inspiration vient n'importe quand, même quand on dort la nuit. D'accord. Alors vous êtes au Bénin dans le cadre d'un défilé qui a eu lieu déjà le week-end dernier. Vous avez eu l'occasion donc de voir les créations béninoises et donc des créateurs aussi. Quel est votre avis sur la création béninoise? J'ai eu la chance d'être invité par Oimi Fashion Show qui fêtait ses 9 années. Donc je suis venue pour présenter ma tenue et c'est vrai qu'on a également rencontré d'autres créateurs qui comment dirais-je, vous pensez c'est vraiment différent de ce qu'on pouvait imaginer. C'est vraiment haute couture. Donc il y avait également des créateurs du Mozambique, il y avait aussi du Nigeria. C'est vraiment la fête de la mode vraiment africaine. Alors, oui. J'ai lu dans son parcours, ou si tu veux, dans son histoire, que en fait tout ce qu'elle crée, c'est fabriqué artisanalement, avec la main. Alors, pourquoi ça continue comme ça aujourd'hui, quand on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir, voilà. Alors je travaille avec un atelier familial et moi ce que je fais, c'est pas du mass market. Donc je pars du principe que quand on est dans le luxe, dans le haut de gamme, on doit faire attention à tous les détails. Et donc il coud à la main, mais avec une machine. Il coud pas à la main, vous voyez, donc il y a quand même. Mais
c'est le côté artisanal dans les détails et dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'on apporte vraiment une attention particulière aux finitions. Et donc vous avez dit que je faisais les kimonos, mais je ne fais pas que les kimonos, je fais également maintenant des pantalons, je fais des jupes. En fait, le nom de ma marque signifie ce que l'on porte sur soi. Ce que l'on porte sur soi. Oui, en japonais. D'accord. Ma marque signifie ça. Donc si vous allez faire des recherches... On va trouver. Alors pour vous, l'Afrique, est-ce que l'Afrique peut rivaliser avec les grandes marques des autres pays, l'Europe, l'Amérique, l'Asie? Pour ma part, c'est la première fois que je participe à un événement où tout est carré, avec contrat, avec protocole. Les coulisses, on a été accompagnés avec des habilleuses, il y avait un directeur artistique. Enfin, oui, c'est même mieux qu'en France, parce que là, on est chez nous, on est sur notre continent. On va pas dire qu'on est venu prendre la place de qui, on est chez nous. Donc effectivement, bien sûr que l'Afrique peut rivaliser. Et d'ailleurs, vous avez des Fashion Week à Lagos, à Djobourg, qui rivalisent complètement avec l'Europe. Dans le désert aussi. Exactement, oui, au Maroc. D'accord. Alors selon vous, est-ce que le stylisme est une question de don? Vous avez commencé par le dire que vous êtes autodidacte, donc je suppose que c'est aussi un don. Mais à côté de ce don-là, est-ce qu'on peut ajouter la formation? C'est dans l'occasion, oui. Mais moi, j'ai pas été formé, donc je peux pas aller dans votre sens. Non, pas du tout. Pour vous, c'est uniquement le don. J'ai toujours voulu, en fait, créer un produit qui n'existait pas. Je voulais pas faire un t-shirt écrit Mouf dessus ou bien 237. Et donc, je me suis dit que c'est un vêtement que je porte et que j'aime. Je me mets aussi à la place du consommateur. Je me dis que c'est un vêtement qui, tout de suite, quand on le porte, on est élégant. Tout de suite, quand on le porte, par rapport même à l'assise, on peut pas être avachi quand on porte un kimono. Donc c'est tout ça. On est totalement à l'aise. Oui, on est à l'aise. Là, je suis au Bénin et j'ai un kimono. Donc il ne faut pas penser que forcément ça donne chaud ou autre. Donc en fait, il faut faire sa mode, il ne faut pas suivre la mode. Il faut faire sa mode. Parce que suivre la mode, c'est être démodé. Il faut faire sa mode, il ne faut pas suivre la mode. Ça rejoint un peu ce que dit généralement Amang Beyon dans ses tests quand il part du vaudou pour faire du slam. Amang Beyon, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi, je suis totalement fasciné, je suis en totale admiration. Lorsque je jette un coup d'œil sur l'habit que Madame a, c'est la sobriété qui me touche. Pouvoir conjuguer autant d'élégance avec tant de simplicité, c'est ça qui me touche. Franchement, mes hommages sont de rigueur. Mesdames, vos avis? Évidemment, je partage le même avis. Je trouve que c'est important quand même de mettre en avant tout ce qu'on a au Bénin. En matière de mode, je pense qu'on a tellement, il y a beaucoup de choses qui sont faites, je pense qu'on a tellement à valoriser encore parce que c'est vrai, on nous dit le wax n'est pas forcément conçu ici, mais ça fait un peu partie de notre identité. Nous avons tellement de choses à valoriser que je pense qu'on ne devrait qu'encourager ce genre d'initiative. Ariane Da Silva. Moi, je pense que ce n'est pas seulement le Bénin. En fait, l'Afrique est riche. On a beaucoup de choses à partager avec les autres. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se réjouisse parce que beaucoup se réveillent. Beaucoup d'Africains se réveillent et innovent dans différents domaines, que ce soit la mode, et apportent en fait des touches d'africanité dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils font. Et moi, je trouve que c'est à notre actif. À cette allure, dans quelques années, imaginez à quoi l'Afrique va ressembler. On aura percé. Merci donc à vous, Jeanne. Merci, Fouda. Merci beaucoup pour la présence. On va boucler avec Amang Beyon, avec ta permission, bien sûr, Jennifer. Est-ce qu'on peut avoir, on va dire quoi, 60 secondes du slam pour conclure? Avec toi, je veux tisser une histoire, la plus belle de toutes. Avec toi, je souhaite tenir tête au hasard et tracer une route. À tes côtés, je veux marcher avec fierté. Je veux être celui qui fait briller de gaieté tes yeux. Lolon, mundila toi kwene ken klen waro jinu kosi. Mundila dia une nu koko agba kodwa lo gavi. Beno dume amilawe egbe. Eso, kaka imonvo. Bravo. Vodouvi Didi.
Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous, Amangbeyon. Merci à vous aussi, chères dames, hein, pour la présence. Jeanne, vous repartez quand déjà? Demain. Demain. On vous souhaite du bon voyage. Alors, on va conclure, n'est-ce pas? Puisqu'il est l'heure, même si on n'a pas envie de partir. Merci. Et c'est la fin. Pour cette note de romance qui nous touche particulièrement. Oui. Et on a compris. On a compris que ça vous a touché. Non, merci pour le particulièrement. Ariane, merci pour le particulièrement. On a compris que ça vous a touché. Effectivement. La langue et surtout la langue. Effectivement, parce que oui, on savait qu'il s'adressait à vous, bien sûr, puisque vous comprenez la langue. Et c'est la fin, si, voilà. Et c'est la fin. Et c'est la fin de cette émission, chers amis téléspectateurs. Toute l'équipe de réalisation vous remercie pour votre fidélité. Bye bye, à bientôt.